Aux portes des Hauts-de-France, le département de l'Aisne constitue un territoire de premier plan pour les amateurs d'histoire, tant la richesse de son patrimoine est remarquable. Fort de ses 797 communes, majoritairement rurales et souvent de petite taille, l'Aisne offre une grande diversité de paysages. Bocage verdoyant au nord avec la Thiérache, vastes plaines agricoles du Vermandois, du Lannoy et du Soissonnais, vallées façonnées par l'Aisne et la Marne, vignobles au sud, sans oublier d'importants massifs forestiers. Malgré les lourdes destructions subies lors des conflits mondiaux, le département a su préserver un patrimoine ancien de grande valeur. Aujourd'hui, l'Aisne recense 643 monuments historiques, parmi lesquels 277 bénéficient d'un classement officiel. Permettez-moi de vous faire part de la vision du Familistère. C'est une communauté bâtie sur la coopération et l'harmonie. Le Familistère de Guise est un ensemble d'habitat social fondé au XIXe siècle par Jean-Baptiste André Gaudin, un industriel français spécialisé dans la fabrication de poêles en fonte. Inspiré par les idées socialistes utopiques de Charles Fourier, Gaudin souhaite améliorer concrètement les conditions de vie des ouvriers, à une époque marquée par la misère et l'insalubrité liée à la révolution industrielle. Construit à partir de 1859 à Guise, dans l'Aisne, le Familistère est conçu comme un palais social. Il regroupe des logements spacieux, lumineux et aérés, organisés autour de vastes cours couvertes de verrières. Contrairement aux logements ouvriers traditionnels, chaque famille dispose d'un appartement décent, avec accès à l'eau et à l'hygiène. Mais le projet de Gaudin va bien au-delà du logement. Le Familistère comprend aussi des écoles, une crèche, un théâtre, une piscine, des magasins coopératifs et des services médicaux. L'objectif est de permettre aux ouvriers de vivre dignement tout en ayant accès à l'éducation, à la culture et aux loisirs. En 1880, Gaudin transforme son entreprise en coopérative, donnant aux travailleurs une part de responsabilité et de gestion. Le Familistère devient ainsi une expérience sociale unique, mêlant industrie, solidarité et progrès social. Aujourd'hui, le Familistère de Guise est un site patrimonial et un témoignage majeur des utopies sociales du XIXe siècle, illustrant une tentative concrète de concilier travail, justice sociale et dignité humaine. Je suis Pascal Checaldi, fondateur du Démocrate vervinois, et aujourd'hui, en ce 4 février 2026, le Démocrate a 120 ans. Fondé en 1906 sous le nom Le Démocrate vervinois, le journal est l'œuvre de Pascal Checaldi, homme politique issu du corps préfectoral, installé dans la circonscription de Vervins au début du XXe siècle. Il créa ce journal afin de contrer son adversaire, le docteur Destin Dupuis, soutenu par le quotidien local Le Libéral de l'Aisne. Élu député, Checaldi accéda également à la présidence du Conseil général de l'Aisne. Implanté à Vervins, sous-préfecture de la Thiérache, le Démocrate joue un rôle essentiel dans la vie politique locale. Il informe les habitants sur les élections, les décisions municipales, les débats parlementaires, mais aussi sur la vie économique et sociale du territoire. À travers ses éditoriaux, le journal cherche à former des citoyens éclairés et à renforcer la participation démocratique. Sous l'impulsion de son fondateur, le Démocrate devient un véritable outil de combat politique. Il sert également de tribune aux préoccupations du monde agricole et des classes populaires. Comme de nombreux journaux locaux, le Démocrate traverse des périodes difficiles, notamment durant la Première Guerre mondiale, lorsque la région est occupée. Malgré les contraintes matérielles et la censure, la presse reste un vecteur essentiel d'identité et de mémoire locale. Aujourd'hui, le Démocrate a la grande particularité d'être encore publié à l'ancienne, en lettres de plomb, minutieusement placées les unes près des autres, comme on le faisait à l'époque de sa création. Il s'agit d'un des derniers journaux au monde à fonctionner ainsi et le classement aux monuments historiques en 2022 est une reconnaissance du travail entrepris par les membres de l'association qui le sauvegarde. La cathédrale Notre-Dame de Laon est l'un des grands chefs-d'œuvre de l'architecture gothique en France. Sa construction débute vers 1155, à une époque où le style gothique est encore nouveau. Elle est édifiée sur une colline dominant la ville, ce qui lui donne une place à la fois symbolique et stratégique, visible de très loin dans la plaine picarde. Laon est alors une ville importante, à la fois religieuse et politique. Le diocèse est puissant, et la construction de la cathédrale vise à affirmer cette autorité. L'édifice succède à une ancienne cathédrale romane détruite par un incendie. Les travaux s'étalent sur plus d'un siècle. La cathédrale de Laon se distingue par son équilibre et sa luminosité,
caractéristique du premier gothique. Elle possède une nef élevée, de grandes fenêtres et des voûtes d'ogives qui permettent de mieux répartir le poids de la pierre. Son élément le plus original est sans doute ses tours ornées de statues de bœuf, rappelant les animaux qui auraient aidé à transporter les pierres jusqu'au sommet de la colline. Aujourd'hui, la cathédrale de Laon est à la fois un lieu de culte, un monument historique majeur et un témoignage précieux de l'essor du gothique au Moyen Âge. Le château de Coucy. Le château Auffrique est l'un des plus impressionnants châteaux forts du Moyen Âge français. Il est construit au début du XIIIe siècle, vers 1220, par Enguerrand III de Coucy, l'un des seigneurs les plus puissants de son temps. Situé sur un éperon rocheux en Picardie, il domine la vallée de l'Ailette et contrôle d'importantes voies de passage. Ce château n'est pas seulement une forteresse militaire, c'est aussi un symbole de puissance féodale. Enguerrand III affirme son autorité par une devise célèbre, « Roi ne suis, prince ne daigne, Coucy suit ». Le château reflète cette ambition par ses dimensions exceptionnelles. Il était protégé par une enceinte massive flanquée de tours et surtout par un donjon monumental, haut de plus de 50 mètres, considéré comme le plus grand donjon d'Europe à l'époque. Le château joue un rôle important durant la guerre de 100 ans, changeant plusieurs fois de main. Malgré les progrès de l'artillerie, il reste longtemps imprenable grâce à ses murs épais et à son système défensif avancé. À partir du XVIIe siècle, le château perd son intérêt militaire et est partiellement démantelé. Il subit cependant sa destruction la plus spectaculaire en 1917, lorsque l'armée allemande fait exploser le donjon lors de la Première Guerre mondiale. Les ruines deviennent alors un symbole des destructions du conflit. Aujourd'hui, Coucy-le-Château Auffrique conserve des vestiges impressionnants qui permettent d'imaginer la grandeur passée de cette forteresse. Classé monument historique, le site témoigne de la puissance seigneuriale médiévale et des bouleversements de l'histoire de France.